Bonjour tout le monde, bienvenue à la webconférence Les programmes de premier cycle en études anciennes. Je me présente, Mélanie Boutin, responsable de promotion et d'information sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence et je vous remercie de votre intérêt envers nos programmes. La séance de formation durera environ 20 à 25 minutes. Durant celle-ci, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le question-réponse en bas de l'écran. Et sachez qu'à la fin, il y a une période de questions également, où vous pourrez poser vos questions en levant la main, en cliquant sur la petite main à côté de votre nom. À ce moment-ci, on débloquera votre micro. Mais également, vous pourrez toujours utiliser l'outil question-réponse. La séance d'information est également enregistrée. De cette façon-ci, nous vous envoyons le lien pour la réécouter si vous le désirez. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Albert Baudou, directeur des programmes en études anciennes, qui va vous faire la présentation. Bonne écoute et bonne présentation. Bonjour à toutes et tous. Si vous me permettez, je me présente à nouveau. Je suis donc Alban Baudou et je suis professeur de langue et de littérature latine et également directeur des programmes d'études anciennes. C'est à ce titre aujourd'hui que j'ai le grand plaisir d'être avec vous pour une présentation des programmes de premier cycle en études anciennes à l'Université Laval. J'insiste beaucoup pour que vous preniez contact avec moi si au terme de cette présentation demeurent des questions. Je vous répondrai très vite et très volontiers. Cette présentation vise essentiellement à vous amener à connaître les programmes d'études anciennes, à comprendre leur richesse, comprendre leur intérêt dans de nombreux champs d'études, mais aussi plus largement à les apprécier, je dirais, d'un point de vue personnel et d'un point de vue humain. Enfin, naturellement, pour ceux qui seraient conquis ou conquises, je vous inviterai à vous inscrire et à nous rejoindre. Deux points de vue, tout d'abord, qui caractérisent les études anciennes à l'Université Laval. Le premier élément à mettre en valeur est le fait qu'en Amérique du Nord francophone, l'Université Laval est la seule université qui présente des programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat en études anciennes. L'existence d'un cursus complet est important naturellement pour la formation universitaire, la formation intellectuelle, mais aussi parce qu'au baccalauréat, au certificat, vous côtoyez déjà des étudiantes, des étudiants avancés qui sont passés par le même cheminement. Et il est dès lors stimulant d'avoir, sinon des modèles, du moins des guides qui connaissent déjà la route que vous-même vous empruntez. Autre distinction majeure des programmes d'études anciennes à l'Université Laval, c'est la présence de nombreuses langues orientales anciennes. Bien sûr, le grec et le latin constituent la base des langues anciennes dans ce programme, mais il existe par ailleurs plus d'une dizaine de cours dans des langues de l'Orient ancien que sont l'hébreu, le sanskrit, la langue de l'Inde ancienne, le copte, le syriaque, l'éthiopien et plus récemment est apparu aussi un cours d'égyptien pharaonique qui a toujours un vif succès. Le programme, ou les programmes plutôt de premier cycle sont les suivants. Tout d'abord, bien sûr, le baccalauréat en études anciennes, qui est composé d'une trentaine de cours et que l'on réalise en général en 3 ans, à raison de 4 ou 5 cours par session, essentiellement durant l'automne et durant l'hiver, mais aussi parfois pendant l'été, où existent des cours qui sont proposés. Je pense notamment aux cours de mythologie ou aux cours d'étymologie de la langue française. Le certificat ensuite est composé de 10 cours et il est donc possible normalement de le terminer en une année, à raison de 2 sessions de 5 cours, automne et hiver, ou 2 sessions de 4 cours avec des cours d'été supplémentaires. Alors les certificats, on le remarque récemment, sont devenus plus populaires qu'auparavant, comme si c'était parfois un galop d'essai que les étudiants tentaient pour ensuite rejoindre le bac, ou bien lorsqu'ils font entrer un certificat en études anciennes dans un baccalauréat à 3 volets, alors qu'au baccalauréat
multidisciplinaire avec 3 certificats. Enfin, les micro-programmes, qui sont composés de 5 cours seulement et qui sont plus axés sur les aires grecques ou romaines, avec des langues grecques ou latines, des cours de littérature et des cours d'histoire. Si l'on interroge les étudiants, les étudiantes, les professeurs, les diplômés surtout du programme d'études anciennes sur un mot pour définir ce programme, ce sont toujours les termes interdisciplinarité, pluridisciplinarité, multidisciplinarité qui sont choisis, qui signifient bien évidemment en essence la richesse et la diversité de ce programme. Le premier point, c'est l'ajout, depuis une dizaine d'années maintenant, de la dimension médiévale de ce programme, études anciennes et médiévales, sur cette marguerite des études anciennes. On peut voir qu'il y a de très nombreux thèmes et de très nombreux domaines, mais auparavant, on s'arrêtait, on va dire, à 500 après Jésus-Christ, à peu près. Et jusqu'à présent, dans l'ensemble de ces disciplines, que ce soit en littérature, en philosophie, en archéologie, en histoire de l'art, certains cours vont jusqu'à la période de la Renaissance. Si l'on prend cette marguerite des études anciennes, vous pouvez voir tous les champs de la philologie, ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire l'étude de tous les documents qui concernent essentiellement l'Antiquité. Bien évidemment, l'archéologie, les littératures, l'histoire, mais aussi l'histoire de l'art, la philosophie, l'histoire des religions, qui est ici une composante à l'Université Laval importante, bien sûr la mythologie, qui attire beaucoup d'étudiantes et étudiants, pas seulement d'ailleurs en études anciennes, les langues anciennes, si on remonte encore à gauche, l'étymologie, la muséologie, et d'autres domaines qui sont également importants parmi les cours dont on va parler à l'instant. La structure du baccalauréat, telle que vous pouvez la voir, ce baccalauréat est composé de cours obligatoires et de cours optionnels, comme c'est fréquemment le cas dans les diplômes de premier cycle à l'Université Laval. Première série de cours, des cours de méthodologie, des cours intégrateurs, notamment en première session, naturellement, un cours pratique, qui est une aide pour la rédaction des travaux longs, notamment, qui vous aide également à lire les œuvres anciennes de tous ces domaines. 2 cours dans les cours intégrateurs aussi sont des cours de présentation des domaines de recherche en études anciennes, qui commencent à vous aider aussi à choisir vos préférences. Les 8 cours qui suivent sont des cours de panorama, sont des cours obligatoires sur les domaines de base, ceux que l'on a vus qui composent en quelque sorte la marguerite des études anciennes. 4 cours de langue font partie des cours obligatoires aussi, 2 cours en grec, 2 cours en latin, et par la suite, une douzaine de cours optionnels qui sont assez exceptionnels, je dirais, puisqu'ils sont au libre choix de l'étudiante ou de l'étudiant. C'est en quelque sorte l'orientation, la coloration de votre baccalauréat qui peut être, selon votre goût, selon vos appétences, plus historiques, plus littéraires, plus philosophes, plus axé sur les langues, plus axé sur les sciences des religions et autres domaines de votre choix. Il y a dans ce bloc-là une banque d'une 60aine de cours. Bien sûr, tous ne sont pas accessibles tous les ans, mais ils reflètent la pluridisciplinarité dont je disais qu'elle est le signe particulier, l'étendard, on pourrait dire, des études anciennes. Lorsqu'on parle de domaines variés, bien évidemment, on parle de méthodes également variées. Les cours les plus traditionnels sont les cours dits magistraux, sur le mot latin magister, qui signifie le maître, mais il existe aussi des séminaires, notamment en histoire, qui sont des cours plus participatifs,
des cours d'archéologie avec l'étude d'artefacts, également un cours voyage. Donc là encore, une approche pédagogique qui est pluridisciplinaire et variée. Vous voyez que sont mentionnés les cours à distance, ce qui peut paraître évident en ce temps de pandémie, mais en études anciennes, nous avons une longue expérience des cours à distance, puisque depuis plus de 10 ans, que ce soit des cours de langue, des cours de littérature, des cours de philosophie encore, on a développé une certaine connaissance et une certaine spécialisation dans certains cours à distance. Et on a constaté constater d'autre part qu'en dehors de la facilité d'un cours à distance pour les personnes qui ne peuvent pas venir en présentiel, cela constituait aussi un apport pédagogique avec des échanges qui sont parfois plus riches et plus nombreux entre le professeur, la professeure et les étudiants, mais aussi entre les étudiantes et les étudiants eux-mêmes, notamment par l'usage bien organisé des forums. Bien sûr, souhaite un retour à la normale et un dosage que l'on doit espérer entre les différents types de cours à distance et en présentiel. L'une des particularités en études anciennes pour ces approches pédagogiques est de souligner le fait qu'il y a de nombreux enseignements en petits groupes. Vous n'êtes jamais 300 numéros perdus dans un immense amphithéâtre. En cours avancé de langue, par exemple, il est assez fréquent qu'il y ait 10 étudiants, parfois moins. Et même le séminaire de fin de programme peut être défini comme un cours privé. C'est un séminaire qui arrive tout à la fin en 3e année, qui est un cours d'initiation à la recherche où l'étudiant choisit un sujet dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge qui lui plaît, et un prof est désigné et qui va l'aider à réaliser un travail de recherche avant une présentation publique lors du colloque de fin d'année en études anciennes qui conjugue, c'est une activité scientifique, mais aussi une activité sociale. J'y reviendrai plus tard sur cette dimension qui présente le sérieux d'un colloque scientifique, mais aussi, bien évidemment, la légendaire sympathie des programmes d'études anciennes. Une formation pour la vie. J'aime bien cette formulation qui est plaisante, puisque la formule est double. On peut la comprendre comme une formation dont les étudiantes et les étudiants se souviennent, ce qui est le cas, mais aussi une formation qui sert à la vie et qui sert pour toute la vie. Il faut bien comprendre que les connaissances de l'Antiquité et du Moyen-Âge nous amènent à acquérir une culture générale, historique, littéraire, philosophique, mais aussi, d'un point de vue plus pratique, vous amènent à acquérir une formation rigoureuse, en langue française notamment. Les cours de langue, les travaux longs, les examens sont toujours soumis à cette exigence de la langue française, et donc une qualité d'expression écrite et orale qui est d'un haut niveau. Mais surtout, à travers l'apprentissage dans ces domaines variés, ce que vous acquérez, c'est une ouverture d'esprit. On insiste toujours beaucoup sur cette question-là, ouverture d'esprit, puisqu'il s'agit de matières qui s'inscrivent dans ce que l'on appelait auparavant les humanités. Et cela implique l'intérêt pour l'être humain, pour sa diversité, pour sa pluralité. Ce sont des études anciennes, mais ce sont des études qui donnent accès à la modernité, à la contemporanéité, par l'évolution de l'être humain, qui finalement, on s'en rend compte, n'a pas tellement changé depuis 3000 ans. Si on prend la date fictive de la chute de Troie, on peut constater que dans de nombreux domaines, l'héritage est assez direct. Donc, les études anciennes sont des études humanistes, et non pas, comme on peut le penser parfois, de vieilles études, de livres poussiéreux dans des langues mortes. C'est important d'avoir bien ça en tête. La diapositive qui suit, c'est la diapositive que je dirais destinée aux parents
Parce que lorsque les portes ouvertes se font en présentiel, c'est une question invariable des accompagnateurs et des accompagnatrices, qui sont souvent les parents. Est-ce que cela mène à un métier? Et la réponse que je donne est toujours double, qui est oui et non. Alors, non parce que ce n'est pas une technique, ce n'est pas un programme professionnel direct qui amène à un métier particulier. On n'est pas ingénieur en études anciennes, on n'est pas médecin spécialisé en Grèce antique ou marchand de littérature latine, mais je donne tout de suite, bien sûr, la réponse oui, puisque ces études mènent à beaucoup plus de métiers que l'on ne pourrait penser de prime abord. Avec une formation pédagogique complémentaire, on peut évidemment avoir accès à l'enseignement. Mais avec tout autre cours, vous pouvez également accéder à tous les métiers qui ont trait à la culture. Et la formation en études anciennes est reconnue à ce titre de manière tout à fait régulière. Au-delà, je dirais aussi qu'il y a une reconnaissance chez les employeurs des qualités que nous avons mentionnées précédemment. Et de plus en plus, même en entreprise, dans les grandes compagnies, on recherche des personnes qui sont formées en sciences humaines et en sciences sociales parce qu'elles savent aborder les questions complexes avec des approches diverses. Ces personnes-là, ces formations-là permettent d'avoir des points de comparaison philosophiques, historiques, littéraires, et ce sont des personnes qui souvent apportent un point de vue différent, d'un point de vue strictement technique, et ce sont donc des qualités qui sont particulièrement appréciées. Je cite par exemple l'opération Phénix en France depuis une dizaine d'années, où des places et des stages sont réservés à des étudiantes et des étudiants qui ont ce type de formation pour les très grandes entreprises. Je mentionne par ailleurs l'existence du profil entrepreneurial dans le programme, avec des cours particuliers et la réalisation d'un projet choisi par l'étudiante, par l'étudiant, qui est appuyé par un professeur. Le dernier en date, par exemple, a été l'organisation par une étudiante, organisation complète du colloque de fin d'année au musée des civilisations ici à Québec. Autour d'un volet, par ailleurs, savoir et milieux professionnels et culturels, le baccalauréat va bientôt être ouvert sur une formation plus pratique qui va justement vous aider à entrer dans ces formations qui sont ici à l'écran. Pour résumer le sujet, on pourrait dire que la culture antique n'ouvre pas toutes les portes, mais en tout cas qu'elle n'en ferme aucune. Un mot des avantages manifestes des études anciennes à l'Université Laval. La première mention est celle de la bibliothèque, qui est une bibliothèque très riche dans tous les domaines qui sont couverts par les études anciennes. La recherche est également très développée à l'Université Laval. Il existe des projets de recherche multiples qui sont menés par les professeurs ici à l'Institut d'études anciennes et médiévales. Les échanges internationaux, alors il est toujours possible de faire une partie de votre cursus à l'extérieur, où que ce soit sur la planète, une fois que les cours sont reconnus par la direction de programme. Mais il existe dans le baccalauréat des études anciennes un profil international qui vous permet d'aller passer une session en troisième année dans 3 universités choisies, soit à Naples, soit à Munich, soit à Strasbourg. L'avantage en regard d'un départ à l'étranger, on va dire, sans structure, c'est que le profil international vous permet tout d'abord, surtout si vous allez en Italie ou en Allemagne, de préparer votre départ en suivant des cours de langue. Il existe aussi une bourse de déplacement qui vous aide pour le voyage. Et par ailleurs, vous êtes accueilli à l'arrivée par un collègue qui est en
charge dans ces universités, également de ce profil international. Un mot des diverses bourses qui sont proposées. Il en existe des particulières en études anciennes. Et enfin, pour terminer, le service de placement, le SPLA, qui fait un travail remarquable depuis une dizaine d'années environ, en vous proposant régulièrement les offres d'emploi qui peuvent vous intéresser, qui a produit des documents particuliers pour les études anciennes, qui aident pour la rédaction des CV, pour les entrevues. C'est un excellent service qui est donné ici par l'Université Laval et qui constitue un véritable avantage, un véritable atout. Vous voyez que la dernière ligne est constituée par la mention de l'Institut d'études anciennes et médiévales, et de l'avis de tous, l'Institut constitue une grande aide pour les études, pour les étudiantes et les étudiants. L'Institut, ce sont des locaux avec les bureaux des enseignants, des enseignantes, des professeurs, des chargés de cours, qui sont, si je puis dire, à portée de main pour vous. Les étudiants peuvent ainsi se présenter pour rencontrer les professeurs, ils les côtoient et bien évidemment, dans les bureaux de l'Institut, il y a des bureaux pour les étudiants de maîtrise et de doctorat, mais surtout, au premier cycle, une salle d'études qui peut d'ailleurs se transformer en une demi-heure, pour une demi-heure, en une salle de repas. C'est une salle qui est très occupée, qui est ouverte 8 à 10 heures par jour, et je sais ce qui s'y passe parce que mon bureau est juste en face. Les étudiants s'entraident beaucoup, travaillent en groupe, lisent sur le canapé, ont la possibilité de prendre un café dans la cuisinette à côté. Il y a une ambiance dans l'Institut d'études anciennes qui possède aussi une salle de cours et une salle de conférence, parce que c'est un cadre extrêmement stimulant. On se rencontre dans les couloirs, on discute, on assiste aux conférences diverses. Il y a des soutenances publiques, les midis d'études anciennes et médiévales, qui sont des conférences régulières avec des invités internationaux dans tous les domaines. Vous pouvez assister également à des colloques. Et surtout, je reviens sur ce que j'avais mentionné précédemment, les événements scientifiques sont toujours soutenus, sont toujours aidés par l'aspect convivial et l'aspect sympathique. D'une manière générale, on peut prendre le slogan facile, on apprend mieux quand on est heureux, mais cela se réalise à l'Institut d'études anciennes et médiévales ici, qui constitue véritablement un cadre idéal. Alors, en dehors de ces activités scientifiques, il y a également diverses occasions festives, le repas de fin de session, la galette des rois, la fête de fin d'année. Alors, je ne dirais pas que tous les prétextes sont bons, mais il est certain en tout cas que toutes les rencontres à l'Institut sont plaisantes et que les discussions et les échanges sont particulièrement riches parce que tout le monde se connaît bien et que l'on travaille dans ces locaux et dans cette ambiance de soutien et de convivialité qui sont communs. Le corps professoral, très rapidement un mot, il est bien évidemment très varié également et riche de personnalités différentes. Vous en avez un petit échantillon ici. Je signale d'ailleurs que même celles et ceux qui ne sourient pas sur la photo sont sympathiques. De tout temps, en tout cas, sachez-le, pour toutes les enseignantes, tous les enseignants, il y a eu un souci en études anciennes de l'accueil et du bien-être des étudiantes et des étudiants. Sur le site Mon Portail de l'Université Laval, je vous invite à créer un compte et à vous inscrire si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, je peux dire en conclusion que j'espère que les muses vont vous inciter à nous rejoindre. Alors, vous savez que les muses sont 9, alors celles qui vous inspirent,
j'espère que ce sera peut-être moins Melpomène, qui est la muse de la tragédie ou Polymnie, qui est celle qui préside aussi au chant de deuil, mais en tout cas, Calliope, Thalie, Euterpe, Clio, si vous les connaissez, toutes ont officiellement approuvé les programmes d'études anciennes de l'Université Laval. Alors, je vous remercie pour votre attention et vous voyez mon adresse de courriel qui apparaît en bas de l'écran. N'hésitez pas à m'écrire pour d'éventuelles questions à la suite de cette présentation. Merci beaucoup, M. Baudou, pour cette belle présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser le question-réponse en bas de l'écran, mais également lever la main. J'ai déjà une question qui m'a été posée durant votre présentation. Tout d'abord, est-ce qu'on doit connaître le latin ou le grec pour être admis au programme? Pas du tout. Ce peut être naturellement un avantage, et si c'est le cas, on tâchera de reconnaître vos acquis. Mais les cours sont des cours pour grands débutants, donc vous pouvez tout à fait ne pas connaître ni le latin ni le grec, comme toute autre langue orientale ancienne qui fait partie du programme. Et au contraire, les cours d'initiation sont des cours qui véritablement débutent au tout début. On a même dans le cours d'initiation au latin à l'automne qui démarre en quelque sorte la plupart du temps le programme. On a aussi une révision des cours de grammaire et de syntaxe française qui permettent à tout le monde ensuite d'être au même niveau pour amorcer la formation dans les langues anciennes. Merci beaucoup. J'ai un étudiant qui hésite entre le programme en études anciennes et le programme en histoire. Quelles seraient les principales différences entre les deux? La principale différence, c'est une question, j'allais dire, de chronologie en quelque sorte. C'est que le programme d'études anciennes, vous le voyez, est axé sur l'Antiquité et le Moyen Âge, alors que le programme d'histoire, lui, porte sur toutes les périodes historiques, assez peu, je dois dire, sur l'Antiquité, mais néanmoins, toutes les périodes sont approchées. Et par ailleurs, dans le programme d'histoire, il y a certainement aussi des cours qui sont des cours optionnels qui sont un petit peu en dehors du domaine strictement historique, mais la multidisciplinarité qui est celle des études anciennes, avec l'ensemble, vous vous souvenez, sur la marguerite des domaines qui peuvent être abordés, n'apparaît pas de cette manière-là dans le programme des sciences historiques. Merci beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions, donc je laisse le mot de la fin, M. Baudou. Merci beaucoup de cette belle présentation. Je vous remercie également. Le mot de la fin, ce sera tout simplement, encore une fois, de vous remercier d'avoir assisté à cette présentation et d'espérer vivement que vous viendrez nous rejoindre, que ce soit pour le baccalauréat, le certificat, pour les micro-programmes ou pour prendre des cours par ailleurs, pour avoir le plaisir de vous rencontrer. Et encore une fois, je répéterai que l'ensemble des enseignantes, des enseignants sont là pour vous transmettre leur propre passion pour les différents domaines des études anciennes. Nous vous attendons donc avec impatience. Je vous remercie.